Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et vous écoutez la série Elles pensent la mode. Elles sont chercheuses, scientifiques ou encore économistes et elles étudient l'industrie textile, ses évolutions, ses dérives et ses innovations. Comment en est-on arrivé là ? Et maintenant, on fait quoi ? Aujourd'hui, nous connaissons les problématiques sociales et environnementales de la mode. Alors comment peut-on transformer cette industrie ? J'ai donc décidé de partir à la rencontre de celles qui pensent, qui analysent et qui critiquent la mode. Pour le deuxième épisode de cette série, je donne la parole à Maud Herbert et Isabelle Robert, chercheuses, professeures à l'Université de Lille et cofondatrices de la chaire Tex & Care, une chaire sur la mode circulaire. Avec Isabelle et Maud, nous avons parlé de l'enjeu essentiel de l'industrie textile, d'un mot qui fait un peu peur et qui pourtant a été utilisé par les scientifiques dans le dernier rapport du GIEC. Il s'agit de la sobriété. Alors est-on prêt à moins consommer ? Et les entreprises sont-elles prêtes à moins produire ? C'est le sujet de cet épisode et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Isabelle et Maud, merci beaucoup de me recevoir pour cet épisode. Alors peut-être en introduction, mais très rapidement, est-ce que vous pouvez nous rappeler vos parcours respectifs ? Ça nous permettra de mieux vous connaître. Bonjour Chloé, donc ravie d'être avec toi aujourd'hui. En termes de parcours, alors moi j'ai commencé à faire de la recherche il y a une vingtaine d'années. J'ai fait toutes mes études à l'université Paris-Dauphine et puis j'ai eu une expérience professionnelle dans les études marketing. Et j'ai continué en doctorat à m'intéresser en fait aux individus qui résistaient au sondage et à la fabrique un peu de l'opinion publique, mais au sens vraiment un peu études marketing. Et à partir de 2005, j'étais docteur et ensuite je suis devenue maître de conférence. D'abord à l'université du Littoral et puis ensuite à l'université de Lille, ici à Roubaix. Voilà, et j'ai depuis vraiment embrassé, on va dire, une recherche qui est plutôt tournée sur la sociologie de la consommation. Alors chez nous, ça s'appelle Consumer Culture Theory parce que ça vient un peu des États-Unis. Il faut que ce soit les Américains qui valident les sociologues français, ça c'est un grand classique. Mais voilà, et donc depuis une quinzaine d'années maintenant, je m'intéresse aux consommations responsables, aux consommateurs aussi un peu alternatifs. Enfin, j'avais commencé avec les résistants et puis ça ne s'est jamais vraiment arrêté en fait. D'accord, très bien. Et toi, Isabelle ? Alors merci en fait de nous avoir conviés à cet entretien. Donc moi j'ai un parcours. Alors avant d'être au sein de l'université de Lille et plus particulièrement de l'IAE, j'ai été professeur à Neoma pendant de longues années à Neoma à Reims, où effectivement mes recherches ont débuté à partir de 2005 sur tout ce qui était lié au développement durable et plus particulièrement consommation et développement durable. Après avoir fait une thèse, alors non pas en gestion mais en économie, qui avait quand même des liens avec le développement durable puisque je travaillais sur la sociologie de l'emploi en Amérique latine. Alors, à partir de, je dirais, mon arrivée au sein de l'IAE, après avoir vu plutôt les liens consommation et développement durable, je me suis plus attelée à travailler sur les business models et notamment tout ce qui était émergence des business models soutenables, sujet qui était encore très, je dirais, peu développé à l'époque et qui a pris une ampleur assez importante ces dernières années. Donc aujourd'hui, on se complète bien avec Maud, puisque Maud, comme elle l'a dit, elle travaille plus sur la consommation, même si bon, j'ai pas mal travaillé sur la consommation, mais là, on a ces deux prismes côté offre, de voir un peu comment évoluent ces business models, quelles sont les dynamiques de marché, et puis l'appropriation, le rôle du consommateur dans tous ces changements. Parfait. Et alors pourquoi avoir décidé de vous intéresser aussi à l'industrie textile, en tout cas aux habitudes de consommation du vêtement ? Qu'est-ce qui vous a
Alors, c'est vrai que quand je suis arrivée au sein de l'IAE, avec Maud, on s'entendait bien déjà, et on a tout de suite commencé à travailler sur l'alimentaire, qui a été, je dirais, un secteur à privilégier, notamment parce que c'était un secteur qui bougeait beaucoup, où il y avait des gros changements avec effectivement l'intégration progressive de la RSE à travers l'essor des produits bio, la question effectivement du vrac, enfin toutes ces l'éco-emballage, etc. Et puis des gros questionnements sur en matière de prospective sur le rôle de la grande distribution par rapport à ces points-là. Et à un moment donné, on a fait effectivement un pas de côté en se disant mais bon, l'alimentaire ça bouge, la cosmétique ça commençait à bouger. Par contre, le textile, c'était vraiment le néant. Je raconte toujours cette anecdote, mais il y a encore 3 ans, c'est assez récent, quand on cherchait des articles, ne serait-ce que sur la mode responsable, on n'avait quand même pas beaucoup d'éléments. C'était vraiment un sujet très très peu abordé, contrairement à l'alimentaire, qui était un sujet très très beaucoup plus en vogue. La mode, en fait, responsable. Alors, il y avait effectivement des mouvements de la slow fashion, mais globalement, au niveau académique, c'était un sujet très, très peu développé. Alors, peut-être pour compléter ce qu'a dit Isabelle, je pense que, alors effectivement, on a une entrée, en fait, un peu par les mouvements dans l'agroalimentaire, enfin dans la consommation alimentaire, plutôt dire comme ça, qui avait été très fragmentée, qui se construisait un peu sous notre nez, hein, et on l'avait étudié comme ça en faisant de la prospective, notamment. Et on a vu un certain nombre de parallèles se dessiner entre l'alimentaire finalement et le textile, avec une entrée par évidemment le gaspillage et le recyclage, qui était le sujet en fait un peu majeur qu'on pouvait retrouver comme point de conjonction entre les deux. Et, par contre, en arrivant, alors moi j'avais aussi eu, quand j'étais dans ma vie d'avant, j'avais pu rencontrer un certain nombre d'acteurs de la distribution, notamment textile, de masse, avec qui j'avais eu de nombreuses interactions et j'avais pu observer comment la machine en fait fonctionnait un peu de l'intérieur et voir arriver notamment aussi la fast fashion à l'époque, avec des questions qu'elle soulevait déjà il y a une quinzaine d'années. Mais c'était intéressant de voir que en fait l'ensemble en fait du système s'était mis en ordre de marche pour un peu ça finalement s'accorder sur ce modèle-là. Et ça posait déjà question. Et donc retrouver ce questionnement, ça m'intéressait, retrouver un certain nombre d'acteurs aussi d'ailleurs. Et puis il y a un élément assez intéressant sur la mode en fait en tant qu'objet de recherche. C'est beaucoup plus complexe que l'alimentaire quelque part. Alors on pourra en reparler, mais il y a dans notre discipline une sorte, alors je dirais pas d'aversion parce que c'est un terme un peu trop fort, mais en tout cas une crainte vis-à-vis des recherches sur la mode, parce que ça apparaît, alors c'est souvent pris sous l'angle du luxe par exemple, on parle beaucoup des marques de luxe quand on est chercheur en marketing notamment, mais la mode, les créateurs, la symbolique en fait que transporte la consommation de mode, elle est pas si facile à aborder parce que c'est extrêmement complexe en final. Et c'est vrai que maintenant qu'on travaille dessus depuis au moins un peu plus de 5 ans, mais bon en fait j'avais déjà un peu commencé avant, on retrouve cette complexité à comprendre les tenants aboutissements des comportements de consommation de vêtements, mais de mode en général, parce qu'il y a le vêtement et il y a la mode, qu'on consomme un peu les deux, et c'est beaucoup plus complexe, et aussi c'est plus difficile finalement à anticiper en termes de mouvement, à accompagner dans la transition. Donc ça représentait, je pense pour nous, vraiment un objet de recherche absolument fascinant, parce que c'était complexe. Voilà. Donc on a eu aussi envie de se lancer, je pense, là-dessus. Sans compter que à ce moment-là aussi, on a rencontré les ingénieurs textiles et que ça nous a réouvert des portes qui sont des portes que les sciences humaines et sociales et que le marketing ont malheureusement un peu refermées, qui est la compréhension profonde du produit, de la fibre jusqu'à la façon. Et ça, pour nous, je pense que ça nous a aussi stimulé intellectuellement. Et ça, c'était quelque chose sur lequel on s'est penché et on a dit il faut absolument qu'on aille sur cet objet de recherche à plusieurs et de façon interdisciplinaire. Ouais, j'imagine. Et à quel moment vous avez pris conscience un peu des dérives, quoi, de la face sombre du textile, de la mode?
assez rapidement, mais c'est vrai que l'élément déclencheur, il remonte à 2015-2016, où effectivement, avec Maud, on était focalisé sur l'alimentaire. Et on a eu la chance de participer à un projet qui émanait à l'époque de la région Nord-Pas-de-Calais, qui avait pour objet de traiter tout ce qui était nouveau modèle économique et analyse du cycle de vie. Et ce qui a été enrichissant dans ce projet, c'est qu'on a été 8 groupes de chercheurs à être identifiés, avec cette particularité, c'était de mélanger les sciences humaines et sociales avec les sciences de l'ingénieur. Et on s'est retrouvé effectivement avec les ingénieurs de l'ANSET, notamment avec Anne Perwells. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a commencé à voir, et eux étaient focalisés sur tout ce qui était analyse de cycle de vie, etc. Ce qu'on connaissait, nous, par rapport au domaine alimentaire, mais véritablement avec plein de questionnements, c'est-à-dire des choses qui auraient pu réussir, mais qui n'étaient pas appropriées par les consommateurs. Et puis nous, des idées qui émergeaient, mais en fait, en se posant la question, mais est-ce que c'est vraiment vertueux sur un plan environnemental ? Donc en fait, on a eu ce regard croisé qui s'est forgé au cours de ce projet, alors qu'on avait des projets totalement différents. Hein. Je me rappelle, l'équipe de Anne était beaucoup plus sur la question du lin. Nous, on était sur tout ce qui était analyse du cycle de vie et valeurs territoriales, donc des sujets qui étaient très éloignés. Mais petit à petit, en fait, on s'est posé plein de questions. On a vu qu'on avait plein d'échos dans nos analyses, et c'est ce qui a fait qu'on s'est dit, et c'est ce qui a d'ailleurs déclenché l'émergence de créer cette chaire, en fait, de croiser les regards, à la fois ingénieurs et sciences humaines et sociales, sur toutes ces thématiques de la mode responsable. Et justement, sur cette chaire, est-ce que vous pouvez nous la présenter rapidement, et ses objectifs aussi, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit ? Alors, la chaire, donc elle est née à partir de 3 cofondatrices, donc Maud Herbert, Anne Perwells et moi-même. L'idée était de développer une chaire pluridisciplinaire pour avoir effectivement ce regard croisé, une chaire indépendante et une chaire de bien commun. Puis une chaire académique, bien évidemment. Mais chaire de bien commun, c'est de se dire, nous, l'idée, c'est le transfert de connaissances. C'est surtout, alors à l'époque, quand on a eu l'idée, toutes les 3, de développer cette chaire, pour tout vous dire, la mode responsable, c'était quand même un sujet vraiment très très étroit et très très peu développé. Et on avait vraiment envie, on voyait quand même émerger des petites startups. Ça commençait à bouger. Il y avait aussi les Fashion Green Days qui sont arrivés à ce moment-là. Et on a créé cette chaire qui a donc 3 missions. La première, effectivement, la formation, donc au niveau des étudiants, mais aussi la formation continue. Bien évidemment, faire de la recherche académique. Et puis, le 3e, basé sur ce transfert de connaissances. Alors, on intervient toutes et tous au sein de la chaire pour, je dirais, épauler des startups, être là à des jurys, répondre à de multiples questions émanant de parties prenantes de cet écosystème qui est en train de se développer sur la mode circulaire et la mode responsable. Oui, alors juste pour peut-être ajouter 2-3 petites choses, en fait, c'est vrai que il y a quelques éléments importants dans la chaire sur lesquels on essaye d'insister. Déjà, c'est une recherche qui est une recherche indépendante. On se positionne vraiment comme des chercheurs autour de cet objet qui est la mode responsable, enfin la mode circulaire, qu'on définira après. Oui, je pense que c'est important. C'est pour ça que ma langue fourche et dit responsable un peu. Enfin bon, bref, ce sera plus facile à comprendre après. Mais en fait, on conçoit aussi notre action en tant que chercheur dans l'accompagnement en fait de la transition. L'idée, et alors parfois on se permet même d'être un peu présomptueux en disant qu'on essaye d'accélérer les choses, Alors moi j'aime pas forcément le terme transition, d'ailleurs j'aime bien le terme transformation, parce que la transition, alors ça je vole ça à Morin, c'est pas moi qui dis, ou même à Bauman, c'est-à-dire l'idée de la transition, c'est qu'on sait qu'on va aller d'un état à l'autre. En fait, la transformation, il y a bien cette idée qu'on ne sait pas tout à fait vers où on va, mais en tout cas, on décide de changer. Et en fait, c'est ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'on observe, nous, depuis de nombreuses années. Ça s'est amplifié avec la crise du Covid. Il y a une volonté, presque parfois une sorte de panique, d'urgence à changer chez un certain nombre d'acteurs. Et les petits, les grands, ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour la chaire, c'est-à-dire on va avoir différents types d'interlocuteurs, des interlocuteurs privés,
des interlocuteurs publics, donc des institutions, des associations, mais on va aussi avoir des grosses entreprises, des groupes. On va travailler avec des tout petits entrepreneurs et des startups qui ont commencé à lever des millions. En fait, on a vraiment mis un point d'honneur à essayer d'accompagner un maximum d'acteurs de cet écosystème à différents niveaux. Et puis, il y a autre chose qui est très important et qui caractérise aussi, je pense, la chaire, c'est qu'on est des chercheurs qui travaillons, alors Isabelle l'a dit, sur le bien commun, mais aussi sur le fait de pouvoir diffuser un maximum la mode circulaire à l'ensemble de la population. Alors, peut-être que c'est aussi parce que c'est une chaire qui est très ancrée territorialement dans le nord de la France, mais on met un point d'honneur à l'idée qu'il faut de la mode circulaire pour tous. Et ça, c'est vraiment, je pense, que ce qui peut un peu nous distinguer, notamment d'autres types de chaires dont on peut entendre parler. On est sur un marché qui a une visée d'expansion, qui doit s'intéresser à tous et aussi aux populations les plus vulnérables. Voilà. Donc voilà, c'est important parce que en fait, on peut pas faire sans eux. On a beaucoup fait sans eux. Et d'ailleurs, en fait, dans notre équipe, on est spécialisé justement sur l'invisibilité, sur les populations vulnérables. Donc en fait, on met aussi toutes nos connaissances de ces populations au service de cette chaire. Donc c'est un élément qui caractérise un peu la chaire et que j'aime bien rappeler parce que c'est important, ça permet de distinguer un petit peu. C'est vrai qu'on l'oublie souvent alors que c'est indispensable. Et justement, on va venir à cette définition de l'économie circulaire, de la mode circulaire, parce qu'on l'entend beaucoup et je pense que c'est bien de rappeler ce qu'on met derrière en fait cette appellation. Alors, si on revient sur le terme d'économie circulaire, il est actuellement comme beaucoup de concepts assez galvaudés. Et à ce jour, l'économie circulaire est quand même très souvent associée au recyclage. C'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon académique, la théorie des R. En fait, on va voir, je dirais, la fin, c'est-à-dire le recyclage des composants et des produits. Alors, nous, on s'échappe de cette logique pour avoir une vision beaucoup plus globale. Et si on s'attarde à ce que c'est que la mode circulaire, alors déjà, nous, on parle de mode circulaire authentique. Pourquoi je vais vous expliquer ? C'est que, premièrement, effectivement, c'est une mode qui va s'appuyer sur la pensée cycle de vie, mais cycle de vie global sur tous les R, et on va prendre en compte des éléments importants, c'est-à-dire que, ok, il y a le recyclage, mais avant, il y a beaucoup d'échelons sur lesquels on peut agir, et qui sont occultés quand on parle d'économie circulaire, je dirais, au niveau du grand public. C'est-à-dire refuser la sobriété, il y a toutes les étapes visant à augmenter la durée de vie des produits et, en phase ultime, recycler. Mais nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement dans notre chaire, c'est de travailler effectivement déjà sur cette question de la sobriété, mais aussi sur cette question de l'extension de la durée de vie première des produits. Alors, la mode circulaire, c'est penser cycle de vie, mais dans l'ensemble de CR, mais c'est également, donc, en visant à réduire les externalités négatives à tous ces niveaux de hiérarchisation des R, mais également créer une valeur sociétale par et pour l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire que la dimension circulaire, elle est souvent arrimée à la notion environnementale. Or, nous, il est clair qu'on ne veut pas occulter toute cette dimension sociale qui va s'articuler aussi sur 3 points. Création de valeurs partenariales, de valeurs publiques, mais aussi redistribution de la valeur et, je dirais, recréation de la valeur. Donc, nous, c'est ces 3 points-là qui vont forger cette définition de la mode circulaire. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que là, je reprends ma casquette d'économiste, mais on a 2 prismes. La logique de la soutenabilité faible ou de la soutenabilité forte. Si on s'inscrit dans la logique de la soutenabilité faible, effectivement, c'est business as usual. On va trouver des solutions, donc de recyclage, etc. Ça, c'est une vision idéologique. On peut s'inscrire, ce qu'on souhaite faire dans le cadre de la chaire, dans une logique de soutenabilité forte et de travailler l'économie circulaire à travers tous ces R et à travers cette notion de redistribution. C'est-à-dire que, effectivement, c'est aussi s'interroger sur cette question de sobriété, sur cette question des besoins, sur cette question de comment on étend la durée de vie. Et donc, le consommateur, le citoyen, ont une place centrale. C'est pas... souvent, l'économie circulaire, elle est associée à la technologie, à l'industrie. Or, nous,
maintenant, ça fait partie, hein, on va pas le nier, mais c'est surtout de travailler avec l'ensemble des parties prenantes pour changer de paradigme. Ouais. Changer complètement de modèle. Tout à fait. Alors c'est vrai, hein, je pense qu'on peut ajouter que c'est un peu historique en fait cette manière de voir l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'elle a d'abord été travaillée sous l'angle de la technologie et de l'industrialisation ou de la réindustrialisation d'ailleurs. Et c'est pas, ça explique pourquoi. On a en fait maintenant cette difficulté à la réancrer parfois dans les dimensions un peu plus sociales, dans les rôles d'activité des consommateurs. On a encore, en fait, de temps en temps, on plaisante entre nous en disant en fait, on applique à nouveau à l'économie circulaire les mauvaises recettes de l'économie classique. Voilà. Et on raisonne encore avec notamment par exemple sur parce que c'est quelque chose qui nous frappe, sur la place des consommateurs dans les business models circulaires, elle est souvent plutôt en fin de parcours dans les logiques d'appropriation du business model, alors que, en fait, les consommateurs sont très actifs et on peut les inclure en amont, en fait, des réflexions. Et ça traduit combien les logiques d'économie linéaire sont encore terriblement ancrées à la fois dans les réflexions, mais aussi dans les esprits. Donc, quand on dit qu'on change de paradigme, on dit souvent, oui, il faut changer aussi de mentalité, mais c'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'on retrouve, même dans nos sphères académiques, cette problématique d'une économie circulaire qui est un peu sous l'angle de la technologie, qui va résoudre les problèmes. Et en fait, il faut vraiment ouvrir à l'ensemble en fait des possibilités. Alors pourquoi aussi c'est rassurant de penser comme ça, hein. C'est-à-dire que non mais c'est très rassurant. C'est-à-dire que quelque part le changement de paradigme qu'on annonce, il est moins brutal. Or c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la logique de la transformation. C'est-à-dire la transformation, c'est pas savoir où on va vraiment. Donc c'est de la gestion de l'incertitude. On voit bien ce que ça a donné, la gestion de l'incertitude, là, pendant nos quelques années précédentes. C'est très compliqué, la gestion de l'incertitude. Oui. Donc, quelque part, c'est pas étonnant qu'on retrouve des volontés de recloisonner l'économie circulaire ou la mode circulaire dans des chemins qui sont des chemins connus, ou en tout cas, on n'a pas l'impression de devoir révolutionner le monde, les pratiques, les entreprises, leur mode de faire, etc. C'est plus rassurant. Donc quelque part c'est aussi comme ça d'ailleurs. Oui, la tâche paraît moins. Ça paraît moins. Ça grande, paraît quoi. Voilà, moins énorme, moins révolutionnaire aussi, parce que ça c'est un terme qui fait un peu peur aussi, la logique de la révolution. La logique de l'évolution, ça veut déjà mieux. Mais je veux dire, c'est pas une révolution au sens grand soir qu'on est en train de faire. Mais effectivement, il faut changer beaucoup de choses en même temps, et donc ça produit de l'incertitude. Et il faut gérer ces logiques transitoires. Et ça, c'est des choses que notamment les grosses entreprises ont du mal à faire. Donc, c'est bien de rester dans ces acquis. En fait, on retrouve ça. Et on retrouve ça aussi un peu dans la recherche, quelque part. Et on retrouve ça aussi, d'ailleurs, dans les politiques publiques. Pourquoi est-ce que l'économie circulaire est autant subventionnée? C'est parce que, justement, elle a ce petit côté rassurant de l'économie verte. Donc voilà, ça, je pense qu'il faut pas se leurrer. Il faut bien le comprendre. Et en même temps, c'est pas une critique que je fais, c'est juste qu'il faut en avoir conscience. Voilà, je pense que c'est uniquement ça. Et effectivement, pour rebondir sur les propos de Maud, un élément qui nous avait interloqué en se disant, mais est-ce que faire mieux, c'est pas pire? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en train de faire croire aux consommateurs qu'on est en train de trouver des solutions avec des matières recyclées, etc., recyclables, etc. Mais en fait, aucun modèle n'interroge notre rapport aux vêtements et cette addiction, qu'on peut vraiment appeler addiction. Et donc, c'est pour ça que nous, ce sujet de la mode circulaire authentique, c'est aussi de se poser la question sur ce rapport aux vêtements, sur la question de la sobriété, Maud en parlera plus longuement après, mais sur et effectivement ce poids déterminant. On vous donnera des chiffres tout à l'heure, mais sur cette véritable addiction. Donc, comment on travaille pour... Alors, on n'est pas là non plus pour se dire on va écrouler toutes les entreprises, mais c'est de se poser la question. Moi, je fais toujours une analogie qui m'amuse beaucoup par rapport au vin ou à la bière, où il y a 40 ans, on buvait des litres de bière et des litres de vin avec des vins qui étaient quand même pas très 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 bons. Et petit à petit, en fait, on a travaillé sur la valeur. Si on arrivait
à faire ce travail sur la valeur. Alors, même si nous, on l'a bien dit, notre chaire s'inscrit dans une mode circulaire accessible à tous. Mais de se dire la question de la valeur et du volume, en fait, c'est toute cette question qui est posée. Et je pense qu'on a un véritable challenge. Je pense qu'on peut y arriver. Il y a plein d'initiatives, mais c'est de se réinterroger sur ces principes. Pourquoi continuer toujours à faire de la volumétrie ? Alors, effectivement, on va avoir des gammes conscious, des gammes éco-conçues, etc. Mais globalement, on peut faire croire aux consommateurs, non mais tout est résolu, il n'y a plus d'impact environnemental. Mais en fait, on augmente de façon exponentielle la production de vêtements. Donc en fait, on résout rien. Donc c'est se réinterroger sur notre relation à la mode, aux vêtements, sur notre attachement, enfin tous ces éléments-là qui sont déterminants. Et c'est là où le consommateur est très important. Et alors, dans ce cas, comment on fait pour convaincre, ou comment vous faites pour convaincre au sein de la chaire d'aller vers cette sobriété ? Bon, c'est une question qui est pas évidente, hein, mais vous n'avez peut-être pas d'ailleurs. Enfin, voilà, on n'a pas forcément les clés tout de suite, mais comment on peut, au lieu de faire simplement mieux, on peut pousser un peu tout l'écosystème à aller vers cette sobriété qui est aujourd'hui indispensable. C'est même un mot qui est utilisé dans les rapports du GIEC aujourd'hui. Il faut tendre vers cette sobriété. Alors déjà, ça va nous aider que le mot soit sorti. Hein, ce que j'ai dit, c'est vrai. Ce que j'ai déjà dit. C'est-à-dire que c'est vrai que quand ça fait 10 ans que nous on l'utilise et que d'un seul coup, c'est vrai que le rapport le met en avant, comme il met aussi d'ailleurs en avant l'idée qu'il faut associer les sciences humaines et sociales avec des sciences de l'ingénierie, les sciences économiques. Enfin bon, bref, on voit que là, il y a une sortie un peu. On retrouve en fait l'importance aussi d'aller vers une logique où on s'intéresse à la société, ses évolutions, l'humain. Enfin, ça c'est bien de le voir aussi maintenant arriver plus facilement dans le rapport du GIEC. Donc on espère que ça va pouvoir aider à parler publiquement du sujet, parce qu'il est effectivement il est problématique, parce qu'il va à l'encontre de ce qu'on connaît profondément et ce qui structure profondément finalement notre société capitaliste contemporaine. Et en même temps, il fait peur aussi, je pense. C'est un mot qui fait peur. Moi, je prends assez souvent l'exemple d'un autre terrain de recherche qu'on avait réalisé justement dans l'alimentaire sur le zéro déchet. Le zéro déchet, en fait, c'est de la sobriété. Enfin, clairement, hein, on achète que le volume dont on a besoin. On va réduire au maximum le gaspillage, et en plus de ça, on va faire des efforts pour qu'il y ait plus de plastique, pour qu'il y ait plus d'emballage, et en fait, c'est toute une logique qui est une logique qu'on pourrait ensuite, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit émerger d'ailleurs parfois dans les groupes de zéro déchet qu'on peut suivre. En fait, ils commencent par l'alimentaire, les consommateurs, et puis d'un seul coup, ils vont se poser des questions sur les déchets textiles, parce que en fait, ce sont les déchets qui arrivent dans un second temps. Parce que quand ils auront réglé leurs déchets alimentaires, d'un seul coup, ils vont se rendre compte qu'en fait, leur poubelle, ou en tout cas le sac qui attend dans l'entrée pour être sorti de la maison, il y a du textile dedans. En fait, on voit bien que ça, à un moment, va falloir le réduire. Donc, c'est aussi une clé d'entrée vers la sobriété. Et les entreprises, mine de rien, la sobriété, elle va s'entendre comme un moyen d'économiser les ressources. Un peu comme le zéro déchet s'est installé dans les foyers par le biais de l'économie que ça permet de réaliser. On a maintenant une situation, un terrain favorable. Alors, il l'était déjà un peu avant les crises. On voyait bien que c'est un secteur qui, de toute façon, est dans une situation économique difficile depuis plus de 10 ans. Alors, ils ont couru après les modèles de fast fashion pendant des années. Et je l'ai même vu de l'intérieur. C'est-à-dire, l'arrivée de Primark, ça mettait tout le monde en effervescence. Il fallait voir quel serait l'impact sur le modèle de la distribution française, enfin, des choses comme ça. Donc, il y avait déjà une problématique qui était une problématique économique, qui maintenant a été amplifiée par une crise du Covid qui a aussi mis en avant les problématiques de production mondialisée. Donc, en fait, on a une sorte d'alignement des planètes aussi, qui s'est complètement affirmé au cours de la crise, où on voit que c'est aussi par l'entrée économique qu'on va y arriver. Et si la sobriété permet aux entreprises de réaliser qu'elles peuvent faire des économies, moi je pense que ça devrait pas être trop compliqué de leur expliquer qu'il existe déjà des modèles économiques sobres sur lesquels nous on travaille depuis longtemps, et qui peuvent être d'ailleurs
parce qu'il ne faut pas rejeter la technologie, qui peuvent être aussi d'ailleurs aidés par la technologie. Nous, on a des collègues, par exemple, dans la chaire, qui travaillent sur l'industrie 4.0, qui travaillent sur le zéro chute, qui travaillent sur l'optimisation de patronage, qui travaillent sur le traitement de big data pour pouvoir anticiper, réduire, optimiser les stocks. Enfin, en fait, on voit bien, en fait, qu'il y a la possibilité de faire émerger la logique de sobriété en la réexpliquant et finalement en lui enlevant ces oripeaux qui sont un peu politisés, trop politisés en fait, et qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans la recherche. Je dis assez régulièrement que quand on parlait de sobriété il y a encore une dizaine d'années, on pouvait se faire jeter des tomates même dans les contrées, parce que ça rime avec la décroissance. Alors, pour revenir sur le point aussi, juste peut-être du fait d'essayer d'utiliser l'économie circulaire pour relancer la machine, parce que c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire là on retrouve, je trouve, beaucoup de parallèles avec cette mystique de la croissance, où on a vraiment cette logique de se rassurer en se disant que l'économie circulaire va finalement permettre de mettre sous respirateur une économie, de relancer une forme de croissance. On est, quand on parle de mystique, on est dans la mythologie, dans le narratif économique. On n'est pas dans une forme de réalité. Je pense qu'à un moment, les entreprises, parce qu'on leur expliquera qu'il y a un narratif autour de la sobriété aussi, qu'il y a une réalité économique à la sobriété, elles seront peut-être plus à l'écoute de ça. Mais quelque part, la sobriété correspond à l'idée que la croissance n'est pas forcément le chemin le plus désigné. Et ça, c'est pour l'ensemble des acteurs, notamment classiques, traditionnels, c'est une révolution. Je parlais de révolution tout à l'heure. C'est vraiment une révolution. Et c'est une révolution aussi pour l'État, nos gouvernements. Voilà, on est quand même dans une logique où la croissance continue à dicter un peu les modes de fonctionnement. Mais pour rebondir aussi sur la sobriété, on l'a vu là récemment ces dernières semaines, la guerre d'Ukraine a aussi érigé le nom de sobriété énergétique. On a commencé à nous dire, on peut peut-être réduire la température de nos maisons, de nos appartements, on peut, etc. Donc ce discours sur la sobriété, étant donné la situation qu'on a vécue avec le Covid et je dirais la mise en avant de ces problèmes d'approvisionnement liés aussi à des problèmes géopolitiques qui ne vont pas se résoudre demain. Je pense on va avoir quand même pas mal de soucis d'approvisionnement. Donc ça veut dire aussi que ce terme de sobriété, il arrive à point nommé en fait. Il découle de toutes ces crises et à un moment donné, on va se dire mais oui, la sobriété. Et la sobriété, c'est pas revenir à la robe de bure, etc. C'est se poser la question, comme je faisais l'analogie tout à l'heure avec le vin ou la bière. C'est pas parce qu'on a diminué la consommation que le secteur d'activité s'est écroulé. Bien au contraire. On a créé de la valeur, on ouvre une bonne bouteille, même pas excessivement chère, mais on apprécie, etc. Donc on est dans des autres logiques. Et c'est toute la question de la valeur qui est un élément clé au sein de la chaire sur lequel on veut vraiment travailler, et sur cette valeur pour tous aussi, pas parce que effectivement on pourrait tous partir sur le luxe, ça serait simple, mais vous avez des bonnes petites bières aujourd'hui qui sont accessibles et qui ont de la valeur. Donc c'est toute cette question qui peut être liée à cette question des volumes et donc de la sobriété. Et la sobriété, elle se vit aussi bien par rapport à la question du rapport à ces produits de la part des consommateurs, mais aussi, comme le disait Maude, la sobriété, elle arrive à point nommé aussi dans les entreprises parce qu'elle va permettre aussi de faire des économies. Je veux dire, on va se reposer des questions sur tout ce gaspillage, amont, aval, ça commence à coûter de l'argent aux entreprises. Donc il y a toutes ces questions qui sont intéressantes à exploiter. Il y a cette idée de faire des économies et aussi de gérer la pénurie. Parce qu'en fait, la sobriété, c'est très lié à cette notion-là. Et quand on l'aborde comme une gestion de la pénurie, pour une entreprise, ça s'entend. Parce qu'actuellement, il y a un nombre de ruptures de stock énorme, notamment dans le textile, mais pas que d'ailleurs. Et en fait, tout ça émane des travaux qui ont été menés justement, tu fais bien de le dire, sur la sobriété énergétique, parce que ça tout démarre de là. Et c'est d'ailleurs comme ça que c'est évoqué dans le rapport du GIEC. Et en fait, c'est vraiment cette idée de gérer au mieux
les ressources primaires, les ressources naturelles pour finalement y puiser le moins possible. Et en fait, l'économie circulaire, elle a aussi ça en son cœur. Il y a aussi cette idée que par la circularité, on va économiser finalement les sources et les matières et qu'on va en recréer d'autres, en réutiliser d'autres. Enfin, donc ça, c'est déjà au cœur du narratif de l'économie circulaire. Donc en fait, la sobriété, pour nous, elle est indissociable. Quand on parle d'économie circulaire, quand on parle de mode circulaire, la sobriété est forcément un concept qu'on va pouvoir aborder. Et la gestion de la pénurie, elle a un élément très intéressant, donc pour les entreprises, mais aussi pour les consommateurs. Parce que ils vont aussi se retrouver dans une crise économique. Et quand on parlait tout à l'heure d'une chaire qui s'intéressait à une mode circulaire pour tous, dans la logique de la sobriété, il y a aussi cette idée que il y a déjà des gens qui sont dans la gestion de la pénurie, et donc, en fait, pénurie alimentaire, mais aussi pénurie vestimentaire, quelque part. Et puis, en fait, il y a des gens qui vont volontairement se mettre à réfléchir, non pas en termes de gestion de pénurie, mais tiens, pourquoi est-ce que finalement j'achèterais alors que je possède déjà ? Et donc, il y a une gestion de l'existant qui peut se mettre en place. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de travaux en cours dans la chaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe déjà chez les gens. Le recyclage, ça a été beaucoup faire sortir les produits, les matériaux, parce que c'est un peu considéré comme des matériaux, des fibres qui sont à retraiter. On voulait faire sortir, faire trier les gens. Enfin, c'est le tri des déchets textiles. L'idée, c'était de faire sortir. Alors là, tout le monde serait bien content que les consommateurs ils sortent leurs vêtements des placards et qu'ils les donnent et qu'ils les laissent et qu'ils les renvoient à telle ou telle marque. Enfin, tout le monde se bat maintenant parce qu'ils ont bien compris que c'était ce qu'on appelle un gisement dans le cadre du recyclage. Sauf que c'est pas si sûr en fait. Et les gens se rendent compte aussi qu'ils ont un gisement potentiel qu'ils peuvent eux-mêmes exploiter. Et ça, c'est intéressant parce que là, ça donne beaucoup plus de pistes pour faire ce que disait justement tout à l'heure Isabelle, c'est-à-dire travailler sur l'allongement de la durée de vie des produits qui sont déjà en circulation. Et en fait, il y a une grande partie de la mode circulaire qui consiste à développer des solutions autour de ça. Ouais. Non, mais c'est extrêmement passionnant. Et je lisais un article récemment, bon, c'est exactement ce que vous avez dit, mais je vais quand même citer cette phrase qui m'a posé question quand je l'ai lu. C'est un créateur de marque responsable qui dit pour moi, il y a deux modèles pour allier économie et écologie. D'un côté, la décroissance et de l'autre, l'économie circulaire. Il ne faut pas se voiler la face. Pour le premier, le nombre de personnes qui accéderont à la consommation va continuer d'exploser. L'autre moyen est donc l'économie circulaire. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit moi, ça me pose problème, d'opposer les deux. Bon, c'est un peu ce que vous dites quand même depuis tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, là, si vous voulez, dans l'économie circulaire, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on se rattache à la logique de la soutenabilité faible ? Et donc là, c'est business as usual. Bon, on va faire de l'éco-conception, on va effectivement recycler, etc. Mais ça peut s'inscrire pleinement, et le terme économie circulaire n'est pas antinomique avec la sobriété et la décroissance, puisqu'en fait, l'économie circulaire, à travers, effectivement, la hiérarchie des étapes, peut s'inscrire aussi dans une, je dirais, dynamique de décroissance. Enfin, c'est pas deux modèles qui s'opposent. On peut pas dire d'un côté, il y a l'économie circulaire et de l'autre côté, il y a la décroissance. Non. Pour nous, l'économie circulaire intègre, en fait, cette sobriété. Et c'est, dans la hiérarchie, le premier point sur lequel il faut se focaliser. Oui, théoriquement, parce que dans les théories, c'est le premier point. Ouais, c'est ça. On voit que les entreprises ont encore du mal à... Oui, alors on peut pas lui... Enfin, c'est juste que ça traduit ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des discours qui s'instaurent autour d'une sorte de réassurance, autour de la croissance, sur il y a la mystique de la croissance et il y a la mystique de la solution aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien comment nous-mêmes, on a été plusieurs fois interpellés par des acteurs du textile qui nous disent comment on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de recette miracle. Mais c'est rassurant. Voilà, c'est un discours qui, pour moi, traduit aussi une autre chose, c'est-à-dire, je pense, le manque un peu criant de connaissances, en fait, profondes sur ce que c'est que l'économie circulaire, sur des formations qui pourraient être faites. Je pense qu'on a...
voilà, on a là un champ un peu, hein, pour parler un peu comme un sociologue, un champ de force, un champ de force où il y a un certain nombre d'idéologies qui s'affrontent en fait au final. Ouais. Alors que si on est très pragmatique, et nous on essaye de le rester hein, dans le cadre de nos recherches, parce que on essaie d'avoir cette posture de chercheur un peu alors pas en surplomb, parce que nous on fait quand même beaucoup de recherche opérationnelle, on appelle ça de la recherche-action, donc on est quand même au contact beaucoup des mouvements. Mais par contre, on voit bien qu'il y a tout acte de consommation est politique et tout acte de production est politique en fait. Et donc c'est pas étonnant qu'on ait des discours de cet ordre-là. C'est juste dommage parce que ça continue à enfoncer en fait un clou qui est un peu vrillé quoi. Donc c'est dommage. Je pense qu'il y a matière à faire mieux que ça. Voilà, on va dire ça et je pense que ça fait partie aussi, faut le dire, quand on lit des choses comme ça, nous on a un peu tendance aussi à faire oula. Aïe. Ça c'est là où il y a tout l'intérêt de la chair. Voilà. Ça fait partie du rôle de la chair que de temps en temps juste rappeler 2-3 petites choses qui sont fondées scientifiquement. Voilà. Et là, ce que disait Isabelle était très juste, c'est-à-dire que dans les théories que nous on lit dans la littérature scientifique, l'économie circulaire a plusieurs business models possibles. On monte jusqu'à 15. Hein. C'est l'article où il y a le plus de business models détaillés, il y en a jusqu'à 15. Mais le premier business, c'est de se dire comment on peut réduire. Et ce n'est pas un gros mot. Il y a des tas de choses qu'on peut réduire, c'est pas que le volume de ces vêtements en fait. Ouais. On peut réduire les chutes, on peut réduire le gaspillage, on peut réduire. Enfin, il y a plein de choses à réduire. Donc, il y a certaines entreprises qui l'ont compris. Par contre, elles en font pas une très grande publicité. Voilà. Et après, par contre, il y a des entreprises qui sont plutôt justement des jeunes entreprises, des jeunes entrepreneurs qui, au contraire, construisent tout leur modèle autour de ça. Ouais. Enfin, très clairement. Enfin, pour ne citer personne, mais on va le faire quand même. Enfin, voilà, tout ce qui est... Alors, Julia Ford... Ce que j'allais dire, Loom, qui est le parfait exemple. Même 1083 aussi. Ouais. Hein. Enfin, je veux dire, on a tout un exemple de satellites comme ça, d'entreprises qui ont des convictions et en même temps un modèle qui s'est aligné et qui est réaliste. Alors, qui fonctionne, quoi. Et qui fonctionne. Mais qui effectivement ont une offre, et on parlait de valeur tout à l'heure, qui développe une valeur très particulière, très précise, qui trouvera pas d'ailleurs peut-être preneur partout, mais c'est pas le but. Hein. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se multiplient et qu'ils offrent des choses un peu différentes aux gens. Parce que, de toute façon, les consommateurs ont besoin d'offres différenciées. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont une souplesse. Et c'est pour ça qu'ils font peur parfois aux gros, parce que les grands traditionnels, pour eux, ils n'ont pas toute cette souplesse, qui est une souplesse organisationnelle, mais qui est aussi une souplesse de culture d'entreprise. C'est compliqué la transition, et c'est aussi intéressant pour ça, pour nous, en tout cas, de travailler avec différents types d'acteurs, parce qu'on voit bien que quand on discute avec Loom ou 1083, on les entend assez régulièrement. Nous, on voit comment ils fonctionnent. Et en même temps, on voit combien ils peuvent effrayer aussi. Et donc, en même temps, on leur dit, oui, mais vous savez, ce qu'ils font, c'est quand même intéressant, et vous pouvez vous réapproprier, même si vous êtes une grande entreprise avec un réseau de 250 magasins, de 5000 employés. Enfin, c'est juste plus lent. Ouais. Et sans être autant militant forcément dans le discours. Non. Voilà, je veux dire, c'est aussi modèle. Un positionnement marketing quelque part, même s'ils veulent pas utiliser le mot marketing, c'est un gros mot. Mais pour nous, c'est du marketing. Ouais. Enfin voilà, au sens noble du terme. Je veux dire, le marketing, c'est quand même aussi l'idée de la définition du marketing, c'est la science des marchés. Voilà, c'est pas l'idée de vendre des choses, de vendre des objets aux gens. Hein, c'est ce que tout le monde pense, mais c'est pas vrai. C'est l'idée de faire bouger les marchés. Et donc, quand on fait du marketing, on se positionne sur un marché avec une offre très particulière, avec un modèle particulier. Et ça, c'est ce que font les startups. Et quand on dit qu'on ne fait pas du marketing, c'est faux, en fait. C'est pas possible. C'est ce qu'a dit Steve Jobs, et en fait, c'est un menteur. Et pour revenir sur effectivement cette idée de durabilité, de sobriété, à l'instar de Loom, on voit... Alors, ça démarre, mais aussi des enseignes qui commencent à proposer le dressing qui va réduire le nombre de pièces, un peu le dressing intemporel, etc. Donc on voit aussi cette prise de conscience par rapport à des enseignes conventionnelles qui se disent, ce discours, il peut avoir un écho
et qui peut s'accompagner effectivement, je dirais, d'une augmentation de la durée de vie des produits. Là, alors on vient de faire une grosse étude avec Maud sur 60 marques conventionnelles et on a examiné en fait quelles étaient les propositions de valeur de ces différentes enseignes. Alors bien évidemment, le focus étant sur l'éco-conception, c'est très clair. Après, il y a eu tout l'engouement de la seconde main. Mais c'est vrai que là, on voit apparaître sur la durée de vie toute la question de l'entretien. Et là, on repose la question, réintègre le consommateur dans la proposition de valeur en disant, mais vous pouvez être acteur et donc augmenter la durée de vie par un certain nombre d'éléments. On voit là une multiplication des onglets sur les sites proposant effectivement, je dirais, des conseils en entretien, etc. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Là, c'est vraiment sur les derniers mois. Ah ouais, c'est vrai. Et j'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu des études que vous avez pu mener, l'étude de l'Observatoire de la mode circulaire, les pratiques de consommation de mode circulaire des Français. Vous avez interrogé les consommateurs et consommatrices sur leurs habitudes d'achat. Et 69% des 25-34 ans disent qu'ils achèteraient plus de vêtements s'ils en avaient les moyens. Je me suis dit, bon, les pratiques de surconsommation sont quand même bien ancrées dans nos habitudes, quoi. Comment on explique? Parce que 69%, j'ai trouvé ça énorme, surtout sur les 25-34 ans où on est quand même, ils grandissent, on grandit avec les enjeux environnementaux, sociaux, quoi. Alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est quand même difficile de résister. C'est vrai. Je veux dire, avec des offres de plus en plus alléchantes. Ouais. On a eu la fast fashion, on a eu l'ultra fast fashion, avec aussi tous ces microblogueurs, etc. Enfin, c'est compliqué déjà. Deuxièmement, alors les chiffres se réduisent quand même quand on analyse l'ensemble de la population, puisque je reprends mes chiffres, on était à 52%. Et je pense aussi que à cet âge-là, on est aussi en recherche de son style vestimentaire. Enfin, c'est pas. C'est vrai. Il y a ces éléments-là. Donc, faut pas caricaturer en disant bon voilà les jeunes. Je pense que c'est dur d'ailleurs de faire une globalité sur. Voilà. Et puis, alors effectivement, puis d'un autre côté, on a quand même des statistiques qui nous montrent globalement, je trouve que j'ai trop de vêtements à hauteur de 36%. Oui, c'est ça, un Français sur 3 qui déclare avoir trop de vêtements. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc nous, c'est ce qu'on appelle avec Maud cette période d'interregnum de Zygmunt Bauman, c'est-à-dire de se dire, on a eu ce paradigme qui est dominant. Comment faire sortir effectivement les consommateurs de cette société de consommation, de cette addiction, comme le disait, je ne sais plus, qui est pire que l'addiction au sucre, l'addiction aux vêtements. C'est Catherine Doriac qui l'a dit récemment. Mais globalement, on sème, il y a des petites graines et c'est en train de germer. Mais on va pas passer du tout au rien. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est donc on rentre dans des phases, on sait pas trop où on va, mais on va voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide en se disant, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui nous font croire que les consommateurs prennent conscience. On le voit bien par rapport à un certain nombre d'éléments, comme par rapport au bien-être animal, des éléments comme ça. Il y a des choses qui se passent. Maintenant, être dans la sobriété pour les jeunes de 18 à 25 ans, je pense que c'est compliqué. Et puis, les tentations sont telles. C'est vrai, avec les réseaux sociaux aussi. Vous voyez l'impact de Shein aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Et pourquoi les habitudes vestimentaires sont plus complexes à changer que l'alimentation, par exemple? Alors, en tout cas, ça a été plus tôt. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse à ça. La première chose, c'est l'alimentaire. Il y a une part de risque inhérent dans l'alimentaire, nous, en tant qu'êtres humains, on ingère les aliments. Ça rentre dans notre corps. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui va déclencher une sorte d'alarme interne parce que quelque part, on prend le risque de s'empoisonner.
Alors que sur les vêtements, il y a cette décorrélation. Sur les vêtements, quoi. en fait, il y a cette décorrélation. Et alors qu'on peut penser que quand même, on les met sur notre peau, mais enfin, c'est pas aussi, c'est pas aussi invasif, on va dire. Et puis surtout, le vêtement est par définition d'abord un signe plutôt qu'un produit. Et il a une énorme valeur symbolique. Il envoie des signes. Il a une valeur statutaire, il a une valeur symbolique. Donc en fait, on a une très forte corrélation entre le vêtement et le paraître, la symbolique, le statut social. Et ça, c'est beaucoup plus complexe à travailler parce qu'il y a donc cette dimension ostentatoire, mais aussi une dimension identitaire, c'est-à-dire quand on dit que l'habit fait pas le moine, on a bien compris que c'était complètement faux. On s'habille aussi pour démontrer son identité aux autres. Donc on a en fait les vêtements qui sont complètement insérés dans une logique de démonstration de soi dans le monde. Voilà, on a une complexité dans le rapport aux vêtements. Et est-ce que le prix aussi a une part de responsabilité? Parce que c'est souvent un argument qui est Je vais revenir tout à fait, en avant, évidemment. Alors, on parlait tout à l'heure des chiffres de l'Observatoire là, qui sont sortis. On observe par exemple que quand on pose la question sur je privilégie les vêtements à petit prix quitte à faire l'impasse sur la qualité, on a encore 1 personne sur 3 qui nous répond que c'est bien le cas. Donc, qui sont d'accord ou tout à fait d'accord. Et puis quand on dit j'achète la plupart de mes vêtements en promotion, on a 64,7% qui nous disent oui. D'accord, tout à fait d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a en fait ce qu'on appelle un effet de dynamique de marché. C'est-à-dire que il y a un effet d'emballement qui est un effet de concurrence entre enseignes et de pratiques commerciales qui ont consisté finalement à toujours proposer des promotions, des petits prix, parce qu'effectivement, il y avait un marché, il y avait... voilà. Et en fait, on a aussi à un moment... par des pratiques d'entreprise, ramener le produit textile au prix, plus qu'à la qualité. Alors, il y a quand même un discours autour du qualité-prix qui est toujours un peu en fond de trame, en trame de fond, pardon. mais quelque part, on voit bien que le prix a aussi pris autant d'importance parce qu'il est porté par les offres. Et donc, en fait, on a habitué les consommateurs à réfléchir comme ça. Donc, quelque part, on paye un peu la rançon de la gloire d'une certaine époque qui a consisté à être constamment dans la recherche du prix le plus bas et de la promotion la plus agressive. Et tout ça sous le chapeau de l'hégémonie de la fast fashion, qui en a fait un élément central de son modèle. Avec maintenant Shein, qui continue à... C'est le phénomène du t-shirt à 2 €. Et là, c'est très compliqué, parce qu'on touche effectivement... au porte-monnaie, à des consommateurs qui ont pris l'habitude d'eux, pour qui il faut à nouveau retravailler sur les logiques de valeur. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la valeur du produit. Il y a aussi la compréhension de ce que c'est qu'un produit textile. Mais c'est ce que j'avais Et en posé fait, aussi la là, question il y a un très gros connaissance. C'est-à-dire la connaissance qui est en parallèle avec la perte de compétences d'ailleurs. En fait, on ne sait plus ce que c'est qu'un t-shirt. Là, on a fait une seconde vague d'observatoires sur les matières qui démontre en fait combien les gens sont démunis, dépossédés de connaissances. Et enfin, je vais citer aussi un chiffre parce que ça rejoint sur... Il y a 8% des personnes qui disent prêter attention à la composition des vêtements lors d'un achat en ligne. J'imagine aussi, c'est parce que, au-delà d'un désintérêt, c'est parce qu'en fait, on connaît pas, on sait pas ce que ça veut dire, ce que veut dire une étiquette, en fait. Alors, effectivement, je pense qu'il y a une vraie perte de connaissances par rapport à nos parents, à nos grands-parents. On l'a vu dans la dernière vague de l'Observatoire. Alors, une connaissance modérée au niveau des fibres, mais dès qu'on va un peu en profondeur, on s'aperçoit très rapidement que là, la connaissance est complètement perdue. Et globalement, oui, ce chiffre nous a quand même choqués. Hein. C'est sûr. Moi aussi, j'avoue, quand je l'ai vu, quand vous l'aviez présenté, je me suis dit, quand même. Ne pas aller voir, se fier seulement à la photo, qui est quand même souvent trafiquée, photoshopée, etc. Alors, c'est toute la question aussi de notre chaire, c'est de se reposer la question. Tout ça, c'est qu'en fait, on va vendre une histoire, du storytelling autour d'un produit, mais que globalement, le produit en tant que tel, tout ce qui est sa technicité, sa composition, etc., a été complètement occulté. Et nous, on le voit à travers, je dirais, les rencontres qu'on a avec les professionnels du secteur. Même les professionnels ont perdu cette connaissance technique
du produit. Donc là, il y a un gros travail. Alors, nous, on avait quand même une heure d'optimisme. C'est que les consommateurs lisent quand même les étiquettes et à un moment clé, c'est-à-dire quand ils vont laver leurs produits. Et donc, il y a peut-être tout un travail d'apprentissage à faire à partir de cette étiquette qui n'est pas étudiée pour voir la composition du produit, mais pour savoir comment je l'entretiens, où là, on a peut-être une clé d'entrée assez importante pour effectivement diffuser des informations sur les fibres, la compréhension de ces fibres, les fibres recyclées, etc., qui sont quand même un gros trou noir à l'heure actuelle chez les consommateurs. D'ailleurs, nous, on a été surpris dans la dernière vague, c'est que quand on leur demande est-ce que vous avez acheté une matière recyclée, ils nous citent en premier le coton, alors que globalement, on sait très bien que c'est le polyester. Non. On a fait le jeu de regarder sur effectivement des grandes enseignes le nombre de produits proposés en coton recyclé, avec un faible pourcentage d'ailleurs de recyclés. Il y a quand même vraiment une offre très très étroite. Donc là, il y a tout un travail à faire. Moi, je pense que les consommateurs, c'est pas qu'ils veuillent pas, c'est qu'il y a toute cette rééducation et qui doit venir de qui ce travail des marques, du gouvernement aussi sur la question du prix, de tous les acteurs en fait. Juste pour revenir peut-être sur les 8%, puis je répondrai après à cette question-là. On a eu des discours marketing, et là je rejoins aussi Isabelle sur l'idée de pourquoi est-ce qu'on a perdu le produit de vue. On a aussi eu des politiques marketing qui ont consisté à vraiment mettre l'accent sur des éléments intangibles. La marque, par exemple. Et c'est pour ça que notamment dans la consommation de mode, la marque est aussi importante que ça, parce qu'en fait, la marque a aussi fait l'objet de stratégies marketing déterminées, stratégies qui étaient elles-mêmes en fait enracinées dans l'idée de tirer un maximum de profit. Donc c'est complètement dans les logiques en fait finalement de valorisation des entreprises. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on valorise dans une entreprise ? C'est pas ses produits, c'est sa marque. Donc en fait, on a aussi quelque part des stratégies qui ont consisté à dénaturer les produits et à les faire finalement presque passer sous le radar de tout le monde, y compris des acheteurs, pour valoriser des éléments qui sont des éléments totalement intangibles. Et ça, on est en train, en fait, de quelque part, avoir un retour de bâton, parce que, pour rappel quand même, le principe du marketing fondamental, c'était de s'occuper du produit, d'avoir un produit qui était le plus performant, le plus intéressant, le mieux positionné, avec la meilleure qualité-prix. Enfin, en fait, ça, c'est un peu sorti des préoccupations. Et d'ailleurs, le terme chef de produit, il voulait dire ce que ça voulait dire à une certaine époque. C'est-à-dire qu'il fallait quand même s'axer sur le produit. Et en fait, ça, quelque part, ça s'est un peu perdu au profit de la marque, globalement, et d'autres éléments, c'est-à-dire le storytelling, qui est aussi quelque chose d'important. Et puis là, on revient sur ces 8% de gens qui vont cliquer sur la composition. C'est parce que là, on a atteint le maximum du maximum de la dématérialisation du produit. Ouais. On est sur un écran. On va voir une photo dont on sait qu'elle est photoshopée, mais ça n'a pas l'air d'être un problème. Et donc, en fait, on est vraiment dans pour moi, le paroxysme de l'oubli du produit. Ouais. Et je pense que les consommateurs font du lèche-vitrine aussi et cèdent, en fait. Ils font du lèche-écran. Et ils cèdent aussi, au fait, à cette espèce de signe de paraître. Et là, on rejoint les vieilles histoires de signes et de vêtements en tant que signes, où finalement, ça leur suffit de voir une photo. Parce que de toute façon, c'est dématérialisé. Mais alors, on a quand même un élément, c'est qu'on s'aperçoit qu'au niveau des professionnels, chefs de produits, etc., stylistes, c'est qu'il y a cette attente aujourd'hui de cartographier les fibres. Alors, l'ensemble des fibres, les nouvelles matières, mais aussi de mesurer leur fonctionnalité, mais aussi l'impact environnemental. C'est tout le travail qu'on réalise avec les chercheurs de Lancet, de cartographier, parce qu'en fait, ils sont très demandeurs aujourd'hui, puisqu'en fait, il y a cette perte de connaissances. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut du polyester recyclé ? Est-ce qu'il faut tel produit, etc. Parce qu'en fait, globalement, cette connaissance, ils l'ont perdue. Et donc... ils ont besoin de renouveler leurs compétences qu'ils n'ont plus. Et donc, la chaire, elle est là aussi pour permettre de rediffuser ces connaissances, oui, effectivement, de cartographier ces fibres.
Ouais. Et l'éducation, donc, l'information auprès des consommateurs, ça passe un peu par tous les acteurs, en fait. Les chairs comme vous, les marques qui doivent trouver des portes d'entrée pour informer, les pouvoirs publics aussi, j'imagine, qui ont leur part de responsabilité. Alors, là, ça rejoint, je pense, cette idée qu'on développe aussi sur la logique de l'écosystème. C'est-à-dire que chaque acteur dans son coin ne pourra pas sauver le marché ou le transformer. C'est que l'action conjointe, en fait, des différents acteurs du marché qui permettra, de faire avancer les choses. Et donc, quelque part, là, on a beaucoup parlé des consommateurs, de leur capacité d'impulsion de changement. Parallèlement, on a bien vu que les acteurs grosses entreprises du marché, elles commencent à modifier les choses, mais qu'elles ont été très structurantes au cours des dernières années. Donc si effectivement on a des modifications assez conséquentes de leur modèle traditionnel pour aller vers différents, et là je mets vraiment au pluriel, plusieurs business models circulaires, parce que c'est pas qu'un seul, en fait il faut pas raisonner en silo, eh bien ils vont forcément impulser aussi un mouvement. Et puis après, il y a l'État. Et en plus, l'économie circulaire, il se trouve que c'est vraiment un moment où l'Europe commence à s'intéresser à ça. L'État français subventionne beaucoup. On voit qu'il y a un intérêt fort là-dessus. Donc, on voit bien que l'État a un rôle à jouer. Et puis après, il y a le législatif aussi, qui vient derrière. On voit bien que même s'il y a des dérives sur, par exemple, la loi anti-gaspillage dont on parlait tout à l'heure, il y a quand même une sorte de point d'arrêt, on arrête un certain nombre de pratiques, parce que si le législateur n'intervient pas, on sait bien que ça va pas se régler tout seul sur la bonne volonté. Et en fait, quand on combine tout ça, et alors après, il faut aussi parler des mouvements associatifs, parce que là, en fait, il y a quand même quelque chose qui est un peu sous-jacent dans ce qu'on dit depuis toujours, j'ai bien aimé ce que tu disais tout à l'heure. Il faut déconstruire, reconstruire. Il faut rééduquer. En fait, il y a cette logique. En fait, il y a une énorme part de pédagogie, en fait, dans les transformations des marchés. C'est-à-dire porter à la connaissance de tous. C'est pas simple, en fait. C'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Et là, pour le coup, on a des institutions qui peuvent aussi avoir ce rôle-là. Là, je pense à l'ADEME, par exemple, avec qui on travaille régulièrement. Je pense aussi à des associations, comme Fashion Green Up, Clear Fashion. Enfin, en fait, on a des outils qui se mettent en place. Et là, on a aussi de la technologie qui peut aider, d'ailleurs. Et donc, c'est l'ensemble de ces mouvements coordonnés. Alors, la coordination de tout ça, ce serait l'idéal pour accélérer le changement. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Petit à petit. Eh bien, la question de fin, de conclusion un peu, ça serait de savoir quels sont, avec tout ce que vous avez pu observer, tous les business models que vous avez pu rencontrer, quelles sont un peu vos pistes d'amélioration, vos recommandations pour accéder à une mode plus durable. Alors, on a raconté plein de choses pendant cette discussion, mais si on devait peut-être résumer, conclure avec tout ce que vous avez pu voir jusque-là. Alors, c'est vrai qu'on a donné pas mal de pistes, mais je rebondis sur les propos de Maud. Je pense qu'il faut sortir de cette logique des silos, qui est encore déterminante, dont on le voit, ces enseignes ou ces marques qui vont faire la seconde main, après qui vont tester la location, etc. Mais tout ça, sans avoir une vision holistique et du produit, la circularité. Donc la question centrale, c'est former, mais surtout que ces marques, ces enseignes puissent avoir une vision holistique de la proposition de valeur pour en fait avoir une économie circulaire et une mode circulaire parfaite, authentique, et réfléchir, est-ce que ce produit est vraiment judicieux, et de voir toutes les étapes. Alors, on a quelques prémices qui sont en train de se développer aujourd'hui, où effectivement, on a des marques qui commencent à réfléchir, ah bah oui, on peut commencer par la location, après la seconde main, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant. Et se rajoute à ça l'écosystème, on vient d'en parler. Il est
c'est une priorité à travailler ensemble et à pas avoir à chaque fois cet effet mimétique qu'on a vu là ces dernières années qui se reproduit à chaque fois. Hop, il y a une bonne idée. Hop, tout le monde se rue sur la bonne idée. En fait, on s'aperçoit rapidement que c'était pas une bonne idée parce que les impacts environnementaux sont pires que mieux. Enfin voilà. Et donc c'est de raisonner davantage de façon systémique. Et nous, on parle beaucoup aujourd'hui de business model systémique pour effectivement travailler sur ces différentes propositions de valeur pour augmenter la durée de vie de produits, augmenter le recyclage des matières et des produits, repenser, je dirais, le besoin du consommateur et surtout l'intégration du consommateur. Enfin, voilà, c'est global. Bon, on a dit pas mal de choses. Oui, mais c'est un bon résumé. Peut-être juste aussi, alors pour nous c'est difficile en tant que chercheurs de donner des conseils. Enfin voilà, c'est un peu, ça fait un peu donneur de leçons comme ça. Enfin, c'est un peu difficile de répondre à cette question-là. Je pense que qu'est-ce qu'on observe alors ce que disait Isabelle sur l'écosystème, c'est tout à fait juste. Ce qu'on a aussi, je pense, ce qu'on voit. Ce qui a l'air de fonctionner, c'est ce qu'on appelle la coopétition, c'est-à-dire ces entreprises qui étaient concurrentes il y a encore quelque temps, qui vont s'allier pour réfléchir ensemble à un sujet et essayer de finalement trouver les meilleures pratiques qui soient, les construire ensemble et finalement investir peut-être aussi ensemble sur des outils de production, des relocalisations. Ça, on observe que quelque part, c'est un des atouts qui permet de diffuser, voilà. Et ça, c'est assez nouveau et c'est assez contre-intuitif pour les entreprises. Donc, il faut reconnaître qu'elles ont le mérite d'aller vers ça, à condition que la coalition soit une vraie coalition et pas juste un truc d'affichage dont on en a vu aussi des affichages qui ont donné un peu qui a accouché d'une petite souris. Donc bon, sans nommer personne. Donc ça c'est un élément important. Qu'est-ce qu'on voit aussi ? En fait que s'ils réfléchissent comme ça, ils peuvent aussi considérer les consommateurs non pas comme des clients mais comme des collaborateurs. Et inversement, ils peuvent considérer que leurs collaborateurs sont aussi des citoyens. Et en fait, c'est intéressant de décloisonner un peu les choses. Pourquoi ? Parce que en fait, ils peuvent aussi, pour faire changer une entreprise, il y a un élément que nous, on a vu très nettement au cours des dernières années avec les différents interlocuteurs, c'est qu'il faut qu'il y ait une décision qui vienne de la direction. Il faut vraiment que ce soit impulsé par une volonté stratégique au plus haut niveau. Mais après, il faut qu'elle s'articule, qu'elle descende jusqu'au plus bas niveau. Et en fait, c'est pas simple. Et là, on est vraiment aussi dans des logiques de management en fait du changement. Et ça, les entreprises, ça fait un certain nombre de temps qu'elles travaillent aussi sur ces logiques de management de changement. Donc, elles peuvent l'appliquer finalement à ce changement de business model. Il y a tout à l'heure aussi un autre élément. Je suis désolée, je vais être un peu longue parce que c'est assez long comme réponse. Il y a cette logique de la transformation versus la transition. Apprendre à gérer l'incertitude. Ça, c'est très, très compliqué, surtout quand on a des boards et des actionnaires. Donc, on entend bien que c'est compliqué. Mais justement, en fait, il y a une chose qu'on observe, nous, c'est que les entreprises qui essayent de trouver la bonne solution, finalement, c'est un peu compliqué parce que elles font des petits pas à droite à gauche et du coup elles perdent de l'investissement. Elles disent on va tenter la seconde main. Ça marche pas, on arrête. Alors du coup on va peut-être faire de la location. Ça marche pas, on arrête. Bon alors il faut aller plus vite, donc du coup on va aller chercher une start-up qui va nous faire tout ça et en fait on externalise un peu nos solutions circulaires. En fait s'il n'y a pas quelque part une sorte de planification, parce qu'en fait on se rend bien compte que aussi la transition durable elle doit se planifier. On en parle suffisamment aussi dans d'autres domaines, par exemple en sciences politiques. En fait, les entreprises, elles ont à anticiper les différents business models qu'elles veulent adopter. C'est-à-dire, il faut les articuler entre eux. C'est pas si simple, parce que ça demande un investissement important. Alors oui, il peut y avoir des solutions d'externalisation parce que par exemple, sur un modèle comme la seconde main, c'est peut-être pas le modèle définitif. Il faut peut-être juste passer par là pour aller vers la location. Et donc, en fait, nous, on est en train de réfléchir avec des collègues sur cette logique du business model transitoire. Mais aller expliquer à une entreprise qu'il faut qu'elle investisse sur quelque chose qui va durer que 2 ou 3 ans et qu'il faut qu'elle anticipe la mort de son business model pour passer à un autre business model, c'est pas simple. Aussi simple que ça en a l'air. Et en fait, nous, on se permet de faire ça parce qu'effectivement, il n'y a pas d'enjeu financier. Mais l'accompagnement qu'on peut avoir avec certaines entreprises, on voit bien en fait que c'est ça aussi qui parfois est compliqué.
ils ont de grandes volontés. Moi, je trouve qu'il y a des gens admirables dans ce métier qui essayent de faire bouger les choses vraiment et qui sont parfois effectivement empêchés par des routines d'investissement, des routines de retour sur investissement. Et effectivement, ça, c'est compliqué à gérer. Et donc ça, c'est la gestion de l'incertitude, elle est aussi là. Accepter que la transformation soit une transformation qu'on essaye au mieux de planifier, mais qui demande de gérer des choses qu'on n'a pas l'habitude de gérer. Ouais. Et juste pour conclure, c'est vrai que je reprends l'idée de Maud qu'on développe sur le business model transitoire ou éphémère. Beaucoup d'entreprises sont sur le upcycling, mais on imagine que le upcycling normalement doit disparaître puisqu'on va être sur la mode 4.0. Donc on aura un ajustement des stocks par rapport à la demande. Donc, et pourtant l'upcycling, c'est chronophage dans les entreprises, ça demande des compétences nouvelles, etc. Il y en a qui y vont, c'est super, mais bon, jusqu'où ? Parce que globalement, l'idée, c'est quand même de réduire le gaspillage vestimentaire amont et de travailler sur cet amont. Donc, normalement, il n'y a plus d'upcycling. Donc, c'est vrai que se lancer sur des business models, sachant... Et c'est rarement arrivé dans je dirais... alors, on a toujours à la Schumpeter ce processus de destruction créatrice, mais globalement, là, on va avoir des propositions de valeur qui vont être très courtes, sur lesquelles il va falloir investir, mais qui sont pas pérennes. Et travailler sur des business models où on sait pertinemment que ça va pas être pérenne, c'est quand même, je dirais, compliqué pour l'ensemble des parties prenantes. Eh bien, je pense que c'est un bon mot de conclusion. Merci infiniment à toutes les deux d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci beaucoup. Merci à Maud et à Isabelle d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles. Et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.